On est le 4 juillet. Je ne comprends pas le monde, cette série de prises de parole qui cette série de prises de parole qui vont s'enchaîner. Donc, au petit bonheur, la chance. Donc, on fera comme ça viendra, comme ça se présentera. Donc, c'est pas, il n'y a pas de plan préconçu, il n'y a pas de direction choisie et je ne comprends pas le monde. Ça peut être une phrase comme ça dite sur un ton un peu pas très. On peut dire certaines phrases, mais sans réellement être bien pénétré de leur sens ou de leur. Il y a des phrases un peu pour donner de l'éclat à certains moments, voilà, ça fait presque, ça rend, ça remplit le moment, ça peut aussi vous donner une forme d'importance. Plus je me pose une question, plus je me pose de questions importantes et plus je me sens important moi-même. Ben voilà. Nonobstant cela, je vais quand même continuer à essayer de me prendre pour quelqu'un d'important, à vous poser des questions globalement, j'allais dire déterminantes, voilà, des choses qui font que l'on soit comme ceci ou comme cela, qu'on soit content de soi-même ou qu'on soit plutôt à l'inverse assez mécontent de soi-même. Et voilà, je comprends pas le monde et pourquoi l'on doit partir, quitter la vie avec sur la langue une parole qu'on n'a pas eu le temps de dire ou un vœu qu'on n'a jamais eu le temps d'exprimer, un souhait, quoi. Et puis peut-être avec quelques regrets. Alors il y a des regrets presque esthétiques. Ça vaut le coup d'avoir des regrets et de les d'énoncer cela de façon un peu bien arrangée, de manière comme la mélancolie, à première vue, un problème, un désordre mental, une situation difficile, et qui devient une forme d'art, une façon d'avoir relation au monde, relation à soi, relation au temps, la mélancolie des jours premiers, la mélancolie de des sentiments évaporés, la mélancolie, cette tendance que nous avons à regarder en arrière et à regretter des choses ou alors à nous mettre dans une forme d'inconsolabilité. Voilà, je me sens totalement inconsolable pour une chose et une autre. J'ajoute à cela que l'on peut aussi se sentir inconsolable par rapport aux choses que l'on n'a jamais éprouvées, les sentiments et les gens qu'on n'a jamais rencontrés, les situations que l'on n'a jamais traversées. À force de vivre un peu la même chose, de vivre dans la répétition, on croit qu'il n'y a que ça. Que la vie, c'est ça. En fait, la vie, c'est ça aussi, mais c'est plus que ça. Donc, il est possible à force d'être dans de la diversité de situations, on peut se retrouver comme ça,
assistant à l'émergence d'une émotion inédite, une émotion que l'on n'a jamais éprouvée par le passé, ou alors une émotion que l'on a oubliée, que l'on a cru totalement éteinte. Voici comment un désir, je sais pas, un désir de quelque part, c'est une émotion un peu accompagnée d'un élan, une émotion élantisque ou élantesque, quelque chose qui vous donne envie de vous dépasser et voilà, et de vous assistez à quelque chose vous êtes devenez un peu spectateur, vous êtes étonné par cette réaction que vous n'avez pas que vous ne vous connaissez pas. Je me dis, ah oui, je ne me connais pas sous cet aspect-là. Pourtant, je suis finalement surpris. Voilà ce que la vie vous réserve. Et cette alchimie, bien entendu, science improbable, science de la science du désir fou, c'est l'alchimie qui, et là cette fois-ci, une alchimie qui marche, pas une alchimie qui est improbable, c'est quelque chose qui ne devait, bien sûr, les relations humaines, et si on respecte un certain, ça dépend des ingrédients qu'il y a et ça fonctionne. Donc c'est pas de la chimie, c'est de l'ordre de la chimie tout court. Mais la chimie c'est la même chose. Alchimie, n'oublions pas d'où vient le mot et n'oublions pas à qui l'on doit le mot et le concept et la spécialité, etc. etc. Donc rendons aux Arabes ce qu'ils nous ont donné, les alchimiens à l'arabe. La chose qui est là, qui est je ne comprends pas le monde, dans la série on comprend pas, on ne comprend pas. Pour répéter ça comme une forme de mantra, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas le monde, je ne peux pas comprendre le monde, je ne peux pas comprendre le monde, je n'ai pas les moyens de comprendre le monde, je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas le monde m'échappe, le monde est une source de désagrément, une source de d'étonnement, mais pas du tout agréable, voilà. Une chose que je voulais raconter, que j'ai déjà raconté à quelqu'un, mais que je vais quand même raconter, puisque j'avais prévu de l'inclure dans un développement qui viendrait, un peu... le premier développement qui viendrait après la scène, après avoir assisté à la scène. Donc la scène et se présente ainsi, je regarde par la fenêtre, je vois deux pigeons, donc ils sont dans leur position habituelle, un peu comme statufiés, voilà, un peu comme, c'est toujours comme ça, le pigeon, ça, quand on le voit d'en bas, ça fait une silhouette un peu figée, c'est comme ça, c'est tout comment dire, en verticalité, surtout quand le pigeon est un peu mince, alors ça accentue ce sentiment je sais pas, voilà, on aurait, donc ils peuvent ne pas bouger, rester presque un peu immobiles, donc en attente ou en train de se reposer, peu importe, là, des pigeons un peu immobiles qui se sont fait attaquer. Après la première scène, j'entends un charivari, pas possible, des cris de mouettes, ou de goélands plutôt, assez forts. Et je me dis, d'accord, les mouettes, j'en ai entendu pendant le confinement. Mais là, c'est trop près. Et puis, c'est trop fort, c'est anormal. Il y a une forme d'excitation, il y avait une excitation dans les cris. Et je suis allé voir, et donc je n'ai pas vu, mais j'ai conclu que une mouette
s'était emparée d'un pigeon, l'un des deux que j'avais vu. Donc qu'elle était en train, elle était contente, elle était dans tous ses états parce elle était en train de dévorer le pigeon. Donc voilà quelque chose qui, finalement, est-ce qu'elle aurait rendu service au pigeon? Elle a soulagé de fardeau de la vie et de devoir toujours penser. Est-ce qu'on pourrait dire, ah oui, le pigeon, lui aussi avait le droit de vivre, et donc si on devait défendre la cause du pigeon, on se saisirait. Moi j'ai essayé de déranger la mouette. J'ai sorti un grand bâton et j'ai fini par chasser la mouette. Donc je l'ai dérangée dans son festin. Après, je pense qu'elle a pu revenir, finir son revenu, mais je sais pas. Et puis depuis aujourd'hui, j'ai entendu comme ça des cris, mais pas tout près. Donc ce sont des mouettes chasseuses de pigeons, donc on connaît, on a déjà vu ça ailleurs. Et puis c'est venu tout près. Et ça me rappelle le moment, il y a longtemps, il y a 20 ans et quelques, quand j'ai vu un faucon fondre comme ça, passer à toute vitesse, je l'ai capté, donc j'étais là au bon moment. Il fonçait sur les moineaux, évidemment, il ne va pas foncer sur les pigeons. Il était en pleine action, lancé à toute vitesse, et je ne sais pas s'il a eu son moineau, mais bon. Et il y avait, les moineaux étaient là, et depuis je n'ai plus revu de faucon ni d'autres rapaces ou quelque chose qui attaquerait les moineaux. J'avais l'habitude de voir les corneilles venir un peu inspecter les trous, les nids des pigeons, voir si elles pouvaient trouver un œuf ou un oisillon. Donc ça je l'ai plus vu. Donc les corneilles faisaient du bruit, donc c'est comme ça qu'on les remarque. Et donc une inspection méthodique de tous les trous. Après, les choses peuvent disparaître comme ça pendant des années, ou alors on n'est pas là pour les remarquer. En tout cas, c'est un événement donc qui repose un peu toute la question de la cohabitation, de la coexistence. Pour vivre, il faut se nourrir de la vie de quelqu'un d'autre. Il faut mettre fin à la vie d'un autre. Alors qu'est-ce qui justifie cela? Et quelque part, on pourrait dire il y a une injustice fondamentale. Comment Dieu peut-il tolérer cela? Imaginons, essayons d'aller un peu plus loin, imaginons que le pigeon est une famille et des enfants à nourrir. Donc obligatoirement il va y avoir un problème pour le parent restant. Mais imaginons que c'est un pigeon tout jeune de l'année et quelque part il n'aura pas eu le temps de connaître son premier hiver, voilà, ses premiers automne, premier hiver. Oui, mourir prématurément, ça peut être considéré, on peut considérer ça comme un soulagement, comme voilà. La vie, c'est aussi quelques cycles, un cycle de souffrance, mais pas que cela. Et justement, la vie n'est pas que la souffrance. Encore que la souffrance, c'est ce qui quelque part un peu nous donne un peu de l'épaisseur. Je sais pas, la chose qui nous donne de la texture et qui nous donnerait du goût aussi, un peu comme la graisse. Voilà, si on cuit quelque chose dans de la graisse, ben ça améliorera le goût. Ben on peut la manger sans la cuire. Une viande que l'on fait cuire à la vapeur, ça a un goût, mais c'est mieux quand c'est cuit, c'est grillé ou c'est cuit dans quelque chose. À la vapeur, c'est bon, je vois le goût de la viande, mais pas aussi riche, pas aussi expressif, pas aussi délicieux que ça peut l'être quand c'est quand c'est cuit autrement. C'est sain, mais c'est
à moitié, il y a il y a quelque chose qui ne s'est pas exprimé dans la viande, voilà, la faute à la cuisson, à l'eau, voilà, à la vapeur. Et voilà comment je ne comprends pas le monde. Et on peut poser la question ou s'exclamer, s'étonner, voilà. À longueur de journée, ça ne change rien. On pourrait dire, tiens, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous laisse un testament, comme ça, une initiative personnelle, etc., ou une commande même, mais imaginons que tout le monde, tous les gens qui sont un peu dans la situation de faire un testament, sont arrivés à un certain âge et qu'ils ont quelque chose à laisser. Tout le monde se met à faire un testament ou alors à participer. Toi, tu prends cet aspect des choses, moi je prends cet aspect et on se lancerait dans une entreprise à l'échelle de la planète et donc chacun participant à la mise en place de ce testament universel, testament global, un peu à destination des générations des jeunes d'aujourd'hui, à destination aussi. Quelle est la chose la plus importante que vous pourriez avoir envie de dire à ceux qui viendront après vous, à part celle de finalement de vous laisser un peu mourir tranquillement, ne pas vous déranger, ne pas vous expulser de votre trou, de votre cavité. Voilà ce qu'on demande. En tant que mort, on demande à rester tranquillement dans sa position de mort, même si évidemment cela ne ferait pas beaucoup d'effet, étant entendu que voilà, l'état de mort, c'est un état dans lequel on a peu de moyens de faire connaître un peu ses impressions. Peut-être que les morts ressentent quelque chose, mais voilà, ils n'ont pas les moyens. Voilà, comment peut-on communiquer avec les morts dont il ne reste apparemment, il ne reste que des os. Et on pourrait dire qu'il reste quelque chose, il reste une forme qui est d'un autre ordre. Alors comme on parle de l'aura d'un être, on pourrait dire qu'il reste la forme de l'être, comme pour ces gens à Pompéi, voilà, la forme du corps, mais conservée dans la cendre, et après, je sais pas quoi. Mais on pourrait dire que malgré tout, si ce crâne, si sans les manipulations, etc., que l'on fait comme pour la médecine légiste, on pourrait, sans aller jusqu'à essayer de rendre vie au crâne, mais essayer de percevoir le crâne sous un autre angle ou dans une autre, comment on peut appeler ça? Il doit y avoir encore les traits, mais les traits du mort, mais il faut disposer je sais pas quoi, de quelque chose qui permet de les voir. Ça ne peut pas disparaître. Il y a quelque chose qui continue de planer comme un peu captif. Voilà. Captif parce que c'est lié de façon définitive, intrinsèque, jusqu'au fond du fond, la matière, elle s'en va, mais elle laisse une empreinte. Voilà, donc l'empreinte, voilà, l'empreinte invisible d'un être, d'une forme, d'un visage, d'une individualité. Donc on peut dire, oui, simplement, l'on ne comprend pas le monde et on voudrait se tourner vers quelqu'un qui aurait, lui, finalement, le talent, peut-être de parler du monde, aussi le talent de raconter le monde, ou le talent de nous convaincre que le monde est intéressant, que le monde est plein d'opportunités, plein de promesses,
qu'il suffit de voir les choses telles qu'elles sont. Après, beaucoup de choses tiennent au rapport qu'on a avec elles. Si on donne de la valeur à une chose, ben elle a de la valeur. Une pierre et un diamant, il n'y a pas tellement de différence. Un diamant n'a pas plus de valeur qu'une pierre. C'est uniquement ce que nous faisons. Subjectivement, nous donnons de la valeur, la survaleur à une pierre appelée diamant. Mais un cristal, encore, tout ça. Mais ou un rubis, ou une émeraude, peu importe, mais ou même un tanzanite, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a des cristaux qui ne valent rien. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur? Alors, on va dire les utilisations industrielles du diamant, d'accord? Oui, mais après, c'est pas ça qui fait la valeur du diamant. Donc on peut, si on rapporte ça à notre vécu, on pourrait dire oui, il y a des moments aussi qui ont autant de valeur qu'un diamant, une valeur assez élevée, mais c'est tient à nous. C'est tient à nous de le remarquer. Donc on peut faire d'un moment quelque chose d'exceptionnel et on peut en faire quelque chose de totalement ordinaire, sans valeur presque. Donc quelqu'un qui vous dirait comment faire pour vivre tout le temps, je sais pas, d'avoir autant de diamants qu'on veut, voilà, pas de problème, j'aime l'éclat du diamant comme je pourrais aimer l'éclat des jours heureux, l'éclat des bonnes sensations, comme quelqu'un qui m'envoie de bonnes ondes, voilà, qui m'exprime son intérêt et sa tendresse et son empathie, etc. Et comme moi je ressens cela. Et donc voilà, je suis riche de tout cela. Je suis riche comme quelqu'un qui aurait des diamants à profusion. Voilà, je peux, comme un diamant pour une occasion particulière, voilà, je conserve une impression, je conserve un sentiment, quelque part, ça a autant de valeur et je le sors. Quand j'en ai besoin, je le sors. Quand j'ai besoin de me sentir bien, et je sais ce qu'il me faut, je fais une petite cure d'amour ou de tendresse, voilà, je sais, je prends un petit bout de ce moment. Évidemment, au bout d'un moment, le moment, il va être épuisé, mais bon, c'est comme ça. C'est compliqué, le diamant, on ne change pas de nature, on peut le tailler, etc. Mais tandis que les sentiments humains, ce que les gens vous donnent, vous, finalement, vous les valorisez avec le temps. Vous les dévalorisez, valorisez, vous changez de rapport avec elles. Il y a quelqu'un qui vous a aimé très fort, mais finalement, après, il vous a quitté. Il vous a oublié. Et il vous a même intimé l'ordre de ne plus le contacter. Ah, qu'est-ce que vous faites de ce qu'il vous a légué quand il était à vous? Il vous a déclaré, il vous a dit des choses extraordinairement fortes. Il vous a placé très haut. Et qu'est-ce que vous faites? Où est la vérité? Qu'est-ce que vous faites? Vous considérez que quelqu'un, à un moment donné, a vu en vous un être extraordinaire, ou le moment il vous a dit vous n'êtes rien pour moi. Voilà. Donc c'est vrai, on peut dire qu'on peut se contenter en disant j'ai réussi dans ma vie à me faire estimer de cette façon. Il y a quelqu'un qui à un moment donné a ressenti le besoin de me considérer comme de cette façon-là. Il a peut-être changé après, mais il ne peut pas m'enlever le fait qu'il l'ait à un moment donné dit, pensé, ressenti, et voilà. Donc ça,
Mais il y a un petit... Alors je ne comprends pas le monde et j'ai plus d'inspiration, j'ai plus rien à dire. Hein. Et c'est comme ça, mais je vais m'accrocher. Ça, c'est évident qu'il faut s'accrocher, il ne faut pas abandonner parce qu'on est un peu en panne d'inspiration. La chose, alors je parle et j'écoute un peu les petites bulles, comme les bulles qui éclatent que fait ma voix. Évidemment, la voix que j'entends, c'est pas la voix qui va s'enregistrer, c'est tout normal, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. La voix que j'entends, elle est amplifiée par mon corps, elle est amplifiée par... Je fais des effets avec ma voix, avec ma langue, avec mes dents, mais ces effets-là, évidemment, ils ne sont pas tous enregistrés, je ne les retrouve pas dans l'enregistrement. En attendant, je me fais enchanter par par les inflexions de ma voix. Bon, elle est un peu enrouée, je ne sais pas pourquoi, et j'en profite un peu. Ou alors, c'est comme ça. Donc, je ne comprends pas le monde, et souvent, la parole est essentielle. La parole est tout le temps nécessaire. Il n'y a pas, on peut pas dire, je vais arrêter de parler, je vais faire une diète. Non, ça ne se peut pas. Donc la parole, il n'y a pas de parole inutile, il n'y a pas de parole, qui aurait plus de légitimité qu'une autre. Donc il faut parler. Il faut parler, même si on n'a rien de spécial à dire, même si c'est pour répéter la même chose, il ne faut jamais s'arrêter de parler. Un peu une manière de garder l'attention de l'autre, de garder le lien. Le lien doit être matérialisé par la parole. Et c'est une chose à laquelle on ne peut pas renoncer. Donc la parole, l'idée que l'on cherche finalement à découvrir le sens caché ou le sens même apparent, quel est le sens, le vrai sens des choses, le sens des choses que l'on fait, que l'on ne fait pas, les choses que l'on promeut, les choses que l'on déconseille, les choses que l'on valorise, les choses que l'on ne prête pas attention. Est-ce que à la fin, est-ce que tout ne se vaut pas? Est-ce qu'il n'y a pas spécialement, est-ce que ce n'est pas un effort inutile que de chercher à distinguer l'essentiel de l'accessoire? On peut considérer que tout est accessoire finalement, ou tout est essentiel, ou tout n'a pas à entrer dans ces catégories-là. Que finalement cette hiérarchisation effective, elle n'a pas de sens. Mais on aimerait quand même que la parole soit efficiente. Que la parole soit efficiente. On aimerait que quelque chose se produise. Un peu comme pour passer à une autre étape. S'il est possible de parler de l'évolution de l'homme ou vers une forme épurée. Plus on va plutôt on commence peut-être par des paroles grossières, plus ça va, plus les paroles sont plus nettes, sont plus abouties, sont plus voilà, on va dire une chose sans ciseler. On va dire une chose et on ne dira que la chose qui sera comprise, qui sera adaptée au moment, une chose qui permet d'avoir accès au présent, mais qui autorise ou facilite aussi la projection dans l'avenir, mais aussi dans l'avenir proche et dans l'avenir lointain. Ne jamais se priver
une parole de toutes les façons qui n'est pas conclusive, mais qui dit, qui cherche pas à juger comme ça de façon un peu précipitée, mais qui trouve des circonstances excusantes, des circonstances, oui, quelque chose dans le contexte, quelque chose dans l'instant, quelque chose dans l'air du temps. Ça peut expliquer un comportement ou même une forme d'exagération dans le comportement. Alors je ne comprends pas le monde et c'est toujours compliqué de parler une langue qui vous est plus ou moins refusée. Refusée, même si... imaginons qu'on va rencontrer quelqu'un qui est plus jeune de 40 ans, quelqu'un qui a 20 ans, et qui pourrait vous dire, tiens, mais au moins qui pourrait vous dire, mais vous n'êtes pas légitime à parler cette langue. Cette langue ne vous reconnaît pas comme un de ses locuteurs ordinaires, voilà, et elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'invité dans cette langue. Bon, d'accord, ben, on peut dire ce qu'on veut. Après, ce ne sont que des paroles, ça pourrait être des actes. Ce ne sont que des actes. Qu'est-ce que ça peut changer? Une parole, un acte, en considération de ce qu'est l'infini, l'immense, l'incompréhensible, l'immanent, tout ce que l'on veut, tout ce qui nous est des milliards de fois supérieur ou plus grand, tout ce que l'on veut, ça compte pas. Bien sûr, une parole, un acte, ça occasionne des réponses, alors émotionnelles, tout ça, hormonal même, tout ce que l'on veut, il y a de la réaction, d'accord. Après tout, c'est comme ça qu'on fonctionne. On réagit de façon immédiate, ou on réagit après coup, on réagit en se révoltant, en allant au clash, on réagit, ou on réagit en allant, en faisant un peu, en rentrant dans sa coquille, et on fait là, on laisse passer la chose, mais on a été quand même touché, quelquefois touché très profondément. Si quelqu'un me dit comme ça, sale arabe, ça me met en difficulté. Est-ce que je dois le tuer pour autant? Parce qu'il m'a touché profondément et je n'en sais rien. Je pourrais le tuer. C'est un crime de sa part. Il a commis un crime. Un crime mérite châtiment. Et sale arabe, c'est de l'ordre du crime ultime. Donc il y a quelque chose qui dépasse l'acte et qui est tellement délégitimant, tellement offensant que il n'y a rien qui puisse... oui, pourrait prendre cet insulteur en le plaçant dans une situation un peu comme les gens de Guantanamo qui étaient un peu... qui ne connaissaient pas le hard rock, qui étaient... à qui on faisait écouter du hard rock, à qui on faisait subir toutes sortes de choses totalement incompréhensibles, dissonantes pour eux. Comment peut-on aimer le hard rock? C'est problématique. On peut aimer le hard rock, mais pas à longueur de journée, pas à pleine puissance. On peut aimer des choses comme ça. On pourrait dire, tiens, quelqu'un qui dit ça à l'arabe, tu prends tout ce qui est dû aux arabes, et tu fais un choix et tu l'emprisonnes pendant 20 ans, et tu les fais écouter un peu l'éloge de la langue arabe, du philosophe arabe, de l'histoire arabe, de l'apport des arabes, et tu le satures de tout ce que les arabes ont apporté au monde, et il n'en sort pas, et tu le fais un peu
connaître la langue arabe et l'intérêt de la langue, subtilité de la langue arabe et la richesse extraordinaire et illimitée de la langue arabe. Et tu le fais, tu le forces à devenir un arabe. Et tout cela, je l'extrais de cet article que je n'ai pas lu sur une prisonnière, dite otage, mais en tout cas prisonnière au Mali ou quelque chose comme ça, dans ce coin, et qui finalement qui aurait embrassé la religion musulmane. Donc on connaît évidemment le syndrome de Stockholm et tout ça, mais donc à force de côtoyer les musulmans, on devient musulman. C'est pas aussi comment dire, c'est pas aussi évident que cela. Mais on pourrait dire, à bout de 20 ans de lavage de cerveau, quelqu'un qui vous apostrophe avec un sale arabe finit par admettre que vous n'êtes pas sale et que vous avez de la valeur, que vous êtes un être porteur de quelque chose de beau et qui a de la valeur. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Alors qu'auparavant, il vous dévalorisait comme un rien. Ne comprend pas le monde. Et bien entendu, il est toujours facile de se placer dans la position de la victime. Et la victime ayant déjà été victime, ou la victime potentielle, ou la victime toujours en attente, en attendant d'être sacrifiée. Voilà. Moi, je m'attends à être sacrifié sur l'autel de la discrimination française, de la xénophobie française, de cet esprit de supériorité français qu'on inculque à toutes les générations, qu'on considère comme françaises. Et uniquement françaises, de par tout un lignage, et alors à tous les exogènes, même s'ils sont français, finalement, ils sont maintenus ailleurs, ils sont isolés de cela. Simplement, c'était pour dire quelque chose. Évidemment, je suis en panne d'inspiration, en panne de thème, donc je pioche un peu dans des sujets déjà traités, et c'est comme ça. Alors, je ne comprends pas le monde. Il y a des instants extraordinairement forts, et on a envie de les partager. Peut-être que c'est toujours le problème quand on raconte quelque chose. Et alors on la raconte à une première personne, puis on a du mal à raconter à une deuxième personne, parce que ça perd de son intérêt pour soi. Et quelque part que j'ai déjà raconté, comme j'ai déjà un peu défloré la chose. Mais quelque part, j'aurais du mal à trouver le sujet intéressant. Mais je viens t'apporter une exclusivité. C'est vrai que c'est pas si exclusif que ça, mais cela fait 10 ans que je ne l'ai pas raconté. Cela fait 16 ans que je n'ai pas raconté cette chose. Ça fait 30 ans que je n'ai pas raconté cette chose. Donc la Terre a fait pas mal de tours depuis, donc je peux la raconter et la considérer comme quelque chose de tout à fait vierge de récit, de narration. Voilà, je t'amène ça. Et on partage ce moment. Et on le partage on s'en délecte. Pourtant, ça peut être quelque chose de tout à fait banal même, ou alors tout à fait quelconque, mais c'est mon rapport à cette chose. Alors, la chose que j'ai envie de raconter, oui, j'étais avec mon père. Et puis, on était là, tous les deux. Évidemment, il y a toujours une différence d'âge. Donc, mon père plus âgé, moi plus jeune. Mais il y a quelqu'un, je pense qu'il y avait un homme qui était un peu âgé aussi, plus âgé que moi en tout cas. Puis il y avait une femme qui était âgée, alors âge, je sais pas, 70 et quelques, 80 ans, qui a ramassé un trognon de pommes et qui a commencé à le manger. Et cette situation nous a scandalisés, à moi et à mon père, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose. Soit on a offert de l'argent à la femme et scandalisé qu'une femme
comme ça puisse ramasser un trognon. Qu'est-ce qu'il y a dans le trognon? C'est vrai que moi j'ai passé un temps fou à manger les trognons. Et j'étais toujours un peu, je regardais bizarrement les gens qui jetaient la pomme avec encore beaucoup de chair dans le trognon. C'est ça. Et quelque part, ils avaient raison. Mais moi je suis un peu de cette culture qui ne lâche pas. Avant, presque, qui mangerait toute la pomme entière, quand normalement, non. Ne serait-ce, je sais pas, pour des raisons de pollution, etc. Il ne faut pas... donc, il pourrait y avoir plus de concentration de polluants à l'intérieur, dans le cœur de la pomme, plutôt, voilà. Donc, il faut aussi, pour des raisons de préservation, il ne faut pas manger le cœur de la pomme. Les petits. Donc ma récompense, c'est que les moineaux ne me remercient pas, mais j'ai placé le riz sur un support qui claque quand il donne un coup de bec. J'entends, et c'est ça ma récompense, ce bruit que font les becs des moineaux au moment où ils picorent la graine de riz. Donc voilà comment je me nourris. Je me nourris de ça, de ce bruit. On peut être réduit à cela. Ne plus avoir quoi que ce soit de la vie, à part vivre avec un petit quelque chose. C'est ça qui vous soutient en partie. Vous êtes là, vous savez que vous avez nourri les arrière grands-parents de ces jeunes moineaux. Et que vous avez nourri leur arrière, puis arrière, jusqu'à ce que leurs parents. Et puis ils sont à leur tour en train de se nourrir, en train de prendre des forces. Je sais pas, pour affronter, parce que peut-être c'est une période délicate, quoique l'été, normalement, il y a à manger. Mais vous participez à la pérennité de ce groupe de moineaux, de toute cette génération, un peu, voilà, les moineaux qui sont du quartier ou de la rue même. En tout cas, vous êtes pour quelque chose dans la bonne santé de ce groupe de résidents, de ces résidents, de ces voisins résidents ailés. Voilà comment on perd. Évidemment, on aimerait pouvoir quelque chose de plus concret avec ses semblables. Tiens, j'ai quelque chose, je te la passe. J'ai acheté plein de pastèques, je te passe une pastèque. C'est quoi une pastèque? C'est rien. La dernière fois, j'ai parlé de ce problème, de cette situation un peu bizarre, où j'expliquais un peu la pastèque. Et puis, après coup, je me suis dit, ces gens à qui j'ai parlé en bien de la pastèque espagnole, et que finalement, j'aurais dû leur donner, puisqu'ils n'ont pas acheté, ils n'en ont pas acheté, j'aurais dû leur donner l'équivalent du prix de la pastèque, et finalement leur faire cadeau de la pastèque, mais leur payer la pastèque pour qu'à la caisse, elle soit déjà payée. Parce que je trouve que les gens ne se régalent même pas quand il s'agit d'un produit hyper industriel, fourni vraiment presque gratuitement. Et c'est un régal, même si peut-être c'est pollué, mais j'imagine, je les ai rencontrés dans le rayon des produits ou des fruits et légumes classiques, pas du tout culture raisonnée ou biologique. Donc quelque part, ils achètent, ils consomment des produits ordinaires. Donc ils consomment des produits pollués. Donc j'aurais pu leur offrir une pastèque polluée, certes, mais quand même qui a du goût, qui a de l'intérêt et qui est de saison, disons-le, qui n'est pas local, mais l'Espagne, quand même, c'est chez nous l'Espagne. On va dire l'Espagne c'est l'étranger, c'est local aussi. C'est bien de quelque part d'avoir ce lien à l'Espagne. Au moins j'ai de l'Espagne en moi à travers la pastèque, l'eau d'Espagne, à travers peut-être la sueur des Espagnols ou des gens travaillant en Espagne, peu importe, j'ai quand même quelques liens. Je
je vis un peu, je respire et je respire un peu l'air espagnol, je me sens un peu, je sais pas, partie de l'âme espagnole, je sais pas, je vibre ou je virevolte ou je sais pas, je peux me mettre à danser le flamenco, à me prendre pour un, je sais pas, pour un caballero, pour n'importe quoi, parce que j'aurais mangé de la pastèque purement espagnole. Donc ça me fait un peu sortir de ma position quelque part. Ça me fait me déplacer, ça me fait m'imaginer différemment. Donc l'effet du lointain proche, lointain, ça a plus d'effet que le local. Le local, ben, c'est la personne qui parle, que je connais, peut-être, qui parle le patois. Et, bon, ça m'intéresse, les gens qui parlent le patois, mais bon, c'est les gens du coin. Hein, c'est la terre du coin, je la connais, je la mange tout le temps. L'air du coin, je le respire tout le temps. Ben, j'ai envie de respirer autre chose. Un petit peu exotique, un petit peu, un chouïa exotique, pas beaucoup. Voilà donc, je ne comprends pas le monde. C'est toujours pas évident de trouver un sujet, un angle d'attaque, c'est pas évident. Et quelquefois on est en panne. Alors que faire quand il y a une panne, quand les choses ne viennent pas, ne veulent pas venir de façon comme ça, c'est facile, un peu comme un peu sans que vous insistiez, ça vient parce que vous avez envie de vous laisser aller, un peu non pas de dégueuler, mais il y a ça sort tout seul. Mais quelquefois, ça sort pas tout seul, ça veut pas venir, ça résiste, ça se laisse désirer. Mais en tout cas, tant qu'on est dans les mots, l'important, c'est les mots que l'on peut aligner. Ça se laisse désirer, se laisser désirer, ben, quelque part, il y a la bonne fortune qui se laisse désirer, il y a la bonne chance qui se laisse désirer, il y a la bonne histoire, il y a toutes sortes de choses qui nous résistent, qui veulent pas se rendre accessibles et à portée de main ou à portée de rêve ou à portée d'imagination, à portée de... Il y a dans des pays où on a le sentiment que chaque moment de la journée a sa, comment dire, à son cachet ou presque on le sentirait physiquement. Et il y a des changements dans la texture de l'air ou quelque chose. Quand on se met à prendre le thé du soir, eh ben, le thé du soir, ça ne ressemble pas au thé du matin. Pour cette histoire de degrés de température et de degrés d'humidité, il y a plein de choses comme ça qui interviennent. L'ensoleillement, la qualité, la lumière, quand le jour décline, c'est différent. Donc il y a un sentiment d'accompagner le déclin du jour. Et ce thé, il est différent. Ce thé ou ce café au lait, c'est différent. Et souvent les gens se rendent visite pour la fin de l'après-midi. Et donc on peut se retrouver comme ça en compagnie de gens que nous connaissons mais que nous ne voyons pas tous les jours. Et voilà, et c'est un petit moment de proximité, et voilà, on s'échange des nouvelles, on raconte des choses sur les uns et les autres, on rapporte, mais on fait circuler l'info, on dit ce que l'on pense d'une personne ou d'une autre, voilà, mais on essaie de faire en sorte que
On essaie d'une manière ou d'une autre de dire à l'autre qu'il compte pour nous, qu'il a sa place dans notre cœur, dans notre pensée, et que l'autre est important. Que voilà, d'une certaine façon, beaucoup de choses que l'on fait, on les fait pour les partager avec l'autre. J'ai préparé des gâteaux, et ces gâteaux, je ne peux les consommer que quand j'ai de la visite, quand j'ai des gens qui viennent me voir. Je ne dis pas des invités, parce que c'est des gens de la famille, mais et le lait que j'ai acheté ou que je pourrais aller acheter de suite, et le café, je pourrais veiller à avoir toujours du café, à avoir des thermos pour le café, et je suis prêt. Je suis totalement, je me mobilise immédiatement, dans l'instant, et ça y est, rapidement tout est prêt, le plateau est prêt, voilà, prêt à consommer. C'est plus rapide que dans un café, et ça se passe bien. Et quand vous êtes présent dans le regard de l'autre pendant une demi-heure, une heure et quelques, hein, ça vous fait vous sentir bien. Voilà. Et peut-être que pendant ce temps-là, on pourrait parler de nos parents, des gens qui nous ont quittés, sans dire qu'ils nous manquent, mais on pourrait un peu se souvenir ensemble d'eux, et un peu raconter une chose, une autre, une anecdote, et peut-être, ou on pourrait conclure ça par dire que ça fait mal, que quelque part qu'il nous manque, ou on le dirait pas, on le laisserait un peu planer comme ça. Et voilà, comme le climat, le temps qui fait le climat, qui fait l'ambiance qui dont découle un peu le sentiment d'être, l'état des gens, voilà. Il y a une forme on n'est pas du tout pressé, on est venu en visite, mais on n'est pas tenu par le temps. Pendant un instant, on est hors du temps, et on est là entièrement. On ne vient pas avec nos soucis, on ne vient pas avec quelque chose qui m'attend. Bien entendu, les choses ont changé avec ce que l'on sait, et aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un et il ne vous appartient pas entièrement. Il appartient à son smartphone et aux gens qui pourraient avoir envie de l'appeler pendant qu'il est avec vous. Normalement, quand on est avec quelqu'un, c'est comme si on faisait l'amour. Pendant qu'on faisait l'amour avec une personne, on le faisait avec une autre. Donc quelque part, il y a une trahison, il y a une forme d'infidélité. Donc il faudrait, quand on vient chez quelqu'un, hop, fermer les messageries. Tout est éteint. Et pendant une heure et demie, trois quarts, je suis là, je suis disponible. Jusqu'à ce que il me vienne à l'esprit de me lever, de rentrer chez moi, parce que ça y est, c'est un moment où on se dit, tiens, c'est bon. Là, j'ai satisfait à mon devoir d'amitié, de tout cela. C'est bon, je peux rentrer, soulagé, l'esprit tranquille et satisfait, heureux même. Voici comment on essaie de remplir un moment qui est difficile à remplir. Donc je ne comprends pas le monde. On pourrait se mettre tous ensemble, même si on est concurrents, même si certains profitent un peu de la misère d'autres, et certains vivent de façon avec des moyens extraordinairement. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'acceptable, mais on pourrait, si on se disait, tiens, tout le monde aurait droit à un revenu universel au sens strict du terme,
au sens premier du terme, dans le monde entier. On pourrait dire, tiens, on donnerait un revenu universel à tout le monde et pas de la façon dont l'envisagent certains gouvernements, un revenu au plus faible, mais quelque chose. Finalement, permettre aux gens de ne pas lutter, de ne pas avoir à souffrir pour obtenir l'essentiel, d'avoir accès au fondamental de façon beaucoup moins exigeante en termes de santé, en termes de force de travail, en termes de ceci ou de cela. Pourrait garantir quelque chose à toute l'humanité. Et voilà, il y a suffisamment de ressources, suffisamment de choses à distribuer, pourvu que ça soit géré de façon intelligente, de façon optimisante. Il y a rien que le fait, la perte au niveau des ressources, la perte due au mauvais stockage, aux mauvaises conditions de stockage, rien que cela, ça fait perdre une quantité assez considérable de ressources. Il y a quelque chose comme ça. Ne parlons pas des choses qui ne sont pas consommées, alors qu'en fait, elles ont été produites et qui ne sont pas consommées, ce qui fait que voilà, alors je ne comprends pas le monde et je cale sérieusement. Je vais arriver à l'heure et je vais arrêter. Je ne comprends pas le monde. Je ne me comprends pas moi-même, dans le sens pourquoi je reste dans un pays qui ne m'offre plus rien. C'est quand même... tout à l'heure, j'ai fait semblant de m'arrêter devant des pigeons qui se nourrissaient de riz, apparemment quelque chose que je ne voyais pas, mais ça devait être du riz, et qui était très consciencieux, qui faisait ça de façon très consciencieuse, et qui n'était pas encore arrivé au stade où il devait se donner des coups de bec les uns les autres. Il y avait suffisamment, et donc il y avait une trentaine de pigeons, toujours tous aussi maigres les uns que les autres, qui consciencieusement essayaient d'avaler le plus rapidement possible des grains de riz. Et voilà, je me suis arrêté comme si c'était un spectacle extraordinaire pour moi, alors que voilà, ça n'avait rien d'original, mais je me suis arrêté parce que c'est ça ou rien. Je peux m'arrêter, je me suis arrêté parce qu'il y avait une pâquerette jaune, je ne sais pas si ça s'appelle pâquerette, qui poussait au milieu, un peu miraculeusement, comme on l'a fait pour pousser dans une petite, un petit sillon entre deux briques, entre deux bandes de macadam. C'était ça, et puis ça a donné des fleurs jaunes. C'était joli parce que ces fleurs-là étaient jaunes, étaient encore très... qui venaient peut-être d'éclore, qui étaient jolies encore à regarder. Et voilà, je me penche sur cela. La fleur ne me parle pas, ou alors me parle de façon indirecte, mais j'aurais aimé comme ça, interpeller quelqu'un qui passait dans la rue, n'importe qui, pour lui dire une bêtise, l'inspiration du moment, comment t'as passé ta matinée, quelle couleur tu donnerais à ta matinée, quelle note, comment est-ce que tu vas où, tu fais quoi quand t'es fou, quand t'es totalement hors de contrôle, n'importe quoi. Raconte-moi un rêve, mais un rêve seulement, pas plus. Puis dis-moi des choses qui te passeraient par la tête, n'importe quoi, selon. J'aime bien les fleurs, j'aime bien les pigeons, mais pas au point de les préférer aux humains. Et les humains ne veulent pas me parler. Les humains, si vous avez le malheur et la bêtise d'aller comme ça interpeller un humain, il y a de fortes chances pour qu'il
qui soit totalement, rétif ou totalement opposé à votre incursion dans son espace privé. Voilà, l'espace privé qu'on promène au milieu des gens. Chacun promène sa bulle et son espace privé, ou espace vital, ou je sais pas quoi, ou espace d'intimité. En tout cas, il n'y a rien. Alors on pourrait dire, tiens, il y a le pays des 1000 collines, on pourrait dire, tiens, le pays des 1000 poètes, 65 millions de poètes chacun. Tiens, les gens qui se croisent, tiens, récite-moi un poème. Et l'autre, voilà, et moi je te récite un poème, ou un passage, ou je t'invente un poème. Moi je te récite un poème, et toi tu imagines un poème, en t'inspirant du poème récité, ou peu importe, n'importe quoi, chante-moi un air. Des gens, voilà, un pays comme ça, où les gens, évidemment, si on fait ça toute la journée, on va se sentir un peu fatigué, mais il est possible, là il faut imaginer que peut-être à force de mélanger, quelque part comme le travail d'un expérimentateur, à force de tenter, partant en changeant d'ingrédients, en changeant de quantité, de concentration, etc. Peut-être à la fin, on va être devant une solution complètement qui pourra finalement être extraordinairement bénéfique si en mélangeant un peu la population et en faisant de l'aléatoire dans la rencontre. Quelqu'un que vous rencontrez et qui finalement vous dit non, moi je veux pas ce que tu me demandes, je te donnerai pas ce que tu me demandes, mais par contre je te propose ceci en échange. J'ai quelqu'un qui vous dit dans la rue, qui vous rencontre ou que vous rencontrez, il vous dit, vous lui dites, tiens, j'ai fait cuire, j'ai 4 œufs, j'ai de quoi, tu voudrais partager mes œufs. Et il sait rien, il n'y a rien de plus. Je vais me faire une petite omelette, et a priori, je la réussis suffisamment bien pour que, voilà, tu viens partager mon omelette. Je sais pas, moi j'ai mangé, c'est vrai que tu vas me coûter 2 œufs, mais je préfère plutôt ça, plutôt que de manger mes 4 œufs tout seul. Voilà, je partage. C'est vrai que c'est pas cher, l'œuf c'est vraiment donné, mais voilà, on va partager. Et tu vas me dire si c'était bon, et moi je te dirai, voilà, quand tu auras fini, je te passerai un verre d'eau, un verre de quelque chose, même un verre de café, et je te dis, bonne route, bon vent. Et parce que moi je ne vais pas m'arrêter là. Tout à l'heure quand je vais sortir, peut-être que je traînerai derrière moi une citerne de café chaud, et je dis, ah, qui en veut mon café? Café avec de la cardamome, s'il vous plaît, j'ai mis de la cardamome. À qui on veut? Et qui n'en veut pas? Peu importe. Savez-vous, c'est... Je le fais. J'ai pas besoin d'être remercié, je le fais. Parce que j'ai besoin de le faire. Alors je le fais. Et c'est moi qui devrais vous remercier parce que vous prenez mon café. Donc voilà, c'est bon. Pas de remerciement, rien. Prenez le café, vous le trouvez bon, vous me dites qu'il est bon, ou vous le trouvez pas bon, vous me dites qu'il y a quelque chose à faire. Mais si vous le trouvez bien, voilà, c'est parfait. Prends un café. J'en sais rien, moi quand je fais une soupe pour 6 personnes. Impossible à manger. Alors, je peux pas faire une soupe pour moins de 6 personnes, voire 8 personnes. Alors, le soir même, j'appelle de ma fenêtre. Et j'ai un bol de soupe. Monte. Et la personne monte. Évidemment, elle ne se fait pas prier, elle monte. Et le bol de soupe, il est tout chaud, il est encore fumant. Et c'est bon. Un bol de soupe. Bah, ça coûte combien? Ça coûte 50 centimes. Mais alors, ça va. Ce moment, il vaut plus. Et moi, quand j'aurai accumulé comme ça, plein de moments comme ça, je pourrais me retirer. J'ai
j'en ai assez. Donc, quelque part, je me retire avec tout mon bagage, avec tout ce que... Et finalement, je me mets un peu à attendre la fin. Ça y est, j'ai suffisamment donné à mes semblables et mes semblables m'ont donné aussi. Donc voilà, je ne peux pas dire que ce n'était pas une belle vie. Je suis né pour créer un peu de... participer à une œuvre collective, pas créer l'enchantement, c'est être utile. Simplement, être utile, voire même distrayant, pourquoi pas. Si on est distrayant, c'est extraordinaire d'être distrayant. Ben, je suis là, je crée de l'animation. Ben, et en France, pour revenir sur le point de départ, en France, rien de tout cela. Tout cela, c'est pour dire à quel point la France est un pays de mort, est un pays stérile ou stérilisant, un pays dans lequel vous disparaissez, vos idées n'intéressent personne. Je me rappelle, je peux le placer, ce truc, dans les années 80, 85 ou un truc comme ça, j'ai eu l'idée de créer, mais j'ai pas eu les moyens et donc je l'ai pas fait, de créer un café-concert, mais plutôt basé sur l'idée d'offrir aux gens qui n'ont pas les moyens de se produire devant un public, des gens qui veulent tester un peu ce qu'ils font devant un public, mais aussi avec l'exigence de demander au public d'être participant et non pas simplement consommateur, simplement là pour applaudir, que le public s'engage et qu'il ne vient pas pour, à l'époque, le mot consommer n'était pas très courant, donc un public spectateur, un public qui participe. Et la chose à laquelle je pense, bien entendu, il faut être dans le changement, mais quand on prône le changement à longueur de journée, ça devient là aussi de la répétition. Donc c'est ça, il faut être dans le changement et dans la modification et dans la transformation et dans le nomadisme et dans l'inversion, dans le renversement, dans le coup d'état, l'état permanent, le coup d'état permanent, la révolution permanente. On peut être dans tout cela, c'est-à-dire se nier en permanence, se contredire en permanence, s'opposer en permanence. Et après, ce principe peut devenir lui-même un principe de conservation, un principe que l'on peut contester aussi. Mais en attendant, je dis, avant d'avoir connu la personne à laquelle à propos de laquelle je vais dire quelques mots, maintenant, finalement, cette idée d'un public participant, je l'ai eue à travers quelque chose que je ne veux pas narrer maintenant, mais la personne qui fait quelque chose et les gens sont là, immobiles, ils regardent. C'est le regard comme ça, extérieur, le regard approbateur, désapprobateur, mais dans lequel il n'y a rien. On exécute quelque chose qui a été préparé à l'avance. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut, là, comme on dit, un silence religieux, ça se passe religieusement, comme une messe qui se déroule depuis le commencement, qui se déroule toujours selon la même manière, le rituel, les protocoles, le début, la fin, tout cela. Donc, et que rien ne doit venir perturber. Évidemment, la messe a été transformée, il n'y a plus de messe en latin, mais en langue vulgaire, mais l'officiant ne tourne plus le dos au public, mais fait face au public. Ça, ce sont des changements, mais sinon, personne ne peut venir interférer. Tout est réglé à l'avance, tout est programmé, on doit suivre le programme. On dit le rituel dans toutes ces différentes phases. Et ça devient, on est dans un contexte qui n'est pas religieux, il faut se comporter religieusement. Le respect absolu
d'une forme de séparation. La séparation entre le donateur de spectacle et le spectateur. Il n'y a pas moyen. Alors quand on dit des musiciens, mais pas le public, qui finalement, à la fin de quelque chose, se mettent à jouer ensemble, mais le public ne participe toujours pas, les spectateurs ne participent toujours pas, mais fondamentalement, à un moment donné, pris par l'inspiration, par la particularité du moment, on pourrait se mettre un peu, imaginer que tout le monde, non pas entre en transe, ça c'est un autre univers, mais tout le monde commence un peu à vouloir, tiens, toi t'as récité un poème, ben moi aussi je vais me mettre à réciter un poème. Toi t'as parlé des fleurs de cerisier, moi je vais parler des fleurs du pêcher, ou des fleurs d'amandier, ou des fleurs du pommier, n'importe quoi, où je vais parler de l'herbe, simplement l'herbe que je foule tous les matins, ou le bruit des feuilles, l'odeur du chemin, après la pluie, l'odeur de la nature, après la pluie, comment je me sens après un orage. Je pourrais raconter un petit moment de vie. Quand je marche, j'imagine mes pas. Je me dis, je place ce pas-là et je placerai l'autre. Et je lève ma jambe et je pose le pas là où j'avais prévu de le poser, et je le pose. Je me dis, peut-être au même endroit, quelqu'un qui m'a précédé a posé son pied, et ce quelqu'un, il a vécu il y a 3 siècles, il y a 5 siècles et demi. Quelqu'un est passé par là, probablement. Ce quelqu'un, je ne le connaîtrai jamais. J'emprunte le même chemin. Et je sais, et j'espère toujours que le chemin va me raconter ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu entendre. Le chemin se mettre à me parler, à me raconter des histoires, à me faire voyager à travers le temps. C'est le même chemin, mais il a connu des moments très différents. Il a été emprunté par des gens très différents. Des gens qui ont vécu sur cette terre et qui vivaient selon d'autres qui étaient dans d'autres conditions de vie. Ces gens-là ont vécu. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus sur le chemin. Aujourd'hui, c'est moi qui suis sur le chemin. Demain, je vais être hors du chemin. Et quelqu'un d'autre va pouvoir emprunter le chemin. Parce que moi, je lui aurais cédé ma place. Les uns après les autres, nous cédons notre place. Nous disparaissons, nous nous retirons. Nous nous mettons sur le bord du chemin pour laisser passer les nouveaux arrivants. Les nouveaux passants, ceux qui ont encore quelque chose à faire. On pourrait commencer comme ça et aller et développer ça. Et quelqu'un pourrait dire une phrase, simplement une phrase. Le ciel, souvent, je le vois. Le ciel, j'aimerais qu'il me parle. Il ne me parle pas. J'aimerais l'interroger. J'aimerais lui demander quelque chose. Le ciel. Je le regarde. Mais lui, il est là, il me semble, comme indifférent à mon regard. J'ai beau insister, mais il semble ne pas me remarquer. Le ciel, mon ciel, ne se préoccupe pas de ce que je pourrais avoir envie
de lui dire, de lui raconter, de lui demander. Il a l'air d'être ailleurs, d'ici et d'ailleurs. On pourrait, voilà comment on casser, non pas les codes, mais casser tout ce qui était prévu. C'était prévu. Ça devait se passer ainsi. Mais heureusement, il y a de l'imprévu. Heureusement, il y a eu quelque chose qui est venu comme ça s'ajouter. Et on a vu la création partir de tous les coins. Tout le monde s'est mis à parler. Tout le monde s'est mis à bouger. Tout le monde s'est mis à lever les bras. Et on a levé les bras. On a levé les bras vers le ciel. On a touché la terre. On a respiré l'air. On a avancé ensemble, puis on a reculé ensemble. On a regardé à gauche, puis on a regardé à droite. Puis on a ri ensemble, puis on a pleuré ensemble. Puis on a dit combien chacun, à son tour, on a dit, ou mêlés ensemble, on a dit combien il nous semble que les choses que certaines choses nous fascinent, mais que d'autres nous laissent perplexes. Exprimer la perplexité, exprimer la fascination, exprimer toute la palette des sentiments qui peuvent éclore à la faveur d'une ambiance exprimée. Et toi, le danseur, et toi, le parleur, dis-nous, quelle est ta parole, ta vraie parole? Qu'est-ce qui pourrait te j'ai oublié, qu'est-ce qui pourrait? Donc, je ne comprends pas le monde. Est-ce que la parole aide à la compréhension? Est-ce que les questions aident à la compréhension du monde? Il y a une forme, il peut y avoir une forme, un peu une envie de se dire extérieur. Moi, je participe pas à ce qui se passe. Certains parlent du monde, disent ouais, le monde est sur le déclin, le monde est... Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Le déclin, à partir de quoi? Le déclin. Nous n'avons pas les moyens de nous adresser les uns aux autres. Et c'est ça, quelque part, qui nous devons garder quelque part les choses les plus intenses, peut-être les plus intéressantes, qui ont le plus de valeur. Nous devons les garder pour nous-mêmes, mais comme un diamant. Le diamant, c'est beau un diamant, que je puisse l'avoir, c'est bien, mais que je puisse le montrer, et peut-être même le faire admirer, c'est bien. Je profite du diamant pour quelque part me mettre un peu en position de brillance, position. Je profite et les autres voient que quelque part alors le diamant, la chose précieuse qui reste à l'abri des regards, à l'abri des qui n'est pas du tout montré. À quoi cela sert? À quoi cela sert-il de savoir que l'on a? Voilà comment on peut dire je ne comprends pas le monde. Ou quelquefois je ne me comprends pas moi-même. Quand quelquefois j'ai accès à de la parole et quelquefois j'ai pas accès à la parole. Et comment pour matérialiser une question comme celle de ce thème et que pourquoi je cale et pourquoi je suis obligé de faire un peu des hors-sujets quelque part pour essayer de rester, je n'abdique pas
comme ça parce que je suis devant une difficulté. Je maintiens un peu, je résiste, même si je sais que je vais être vaincu. Je vais essayer d'arriver à 1h30, mon grand maximum à 1h30, et après je vais arrêter. Je ne comprends pas le monde parce que fondamentalement, la première expérience a été de parler un peu des choses un peu révoltantes, les choses scandalisantes. C'était hier que j'avais cette idée-là. Après, il y avait des choses comme ça, des concepts un peu qui finissent par s'émousser. La bienveillance, ça s'émousse très vite. Mais le souci de l'autre, le souci de soi, mais surtout le souci de l'autre. Se placer à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Essayer d'imaginer ce que peut faire une parole. Ce que une parole peut avoir comme effet sur l'autre. Un geste, un acte, quelque chose qui normalement fait effet. Et on a beau dire cela, on n'est pas à l'abri. On a beau dire dans certaines situations, on peut commettre des impairs, on peut finalement tenter d'atteindre à la dignité d'autrui, parce que quelquefois on y est obligé. Autrui peut nous forcer à devenir méchants, à devenir égoïste, à devenir ce que nous essayons de ne pas maintenir, de ne pas garder. Et il est évident que dans ce cadre-là, il y a des choses que je ne pourrais pas dire parce que ce sont des choses extraordinairement difficiles. On ne peut pas dire ce que l'on pense, mais on est dans un combat permanent, conflit intérieur on lutte contre certaines choses qui sont de l'ordre de la dépréciation d'autrui, qui participent à cela. On sait que cela n'est basé sur rien, que cela est simplement une forme de transmission culturelle, transmission environnementale, et que l'on n'a pas à hiérarchiser d'aucune manière que ce soit. Donc il y a une hiérarchisation, et voire pire. Donc souvent l'idée c'est pas de nier la chose, c'est d'en parler ouvertement. Mais en parler en ne l'assumant pas, évidemment. Dire que cette chose pèse sur la conscience, pèse sur comment dire, éthiquement cette chose-là est impossible à soutenir. Et donc quelque part il y a la volonté de se purifier, de se débarrasser d'une chose qui vous colle à l'esprit et qui vous dérange énormément. Vous dites cela, vous n'assumez pas. Il n'est pas question de se revendiquer d'une chose comme ça. Il est à dire voilà où j'en suis. Quelquefois, voilà où je suis ramené. J'ai beau faire profession de foi, de grande générosité d'esprit, de grande ouverture, malgré tout, il y a en moi des choses qui sont tout autres. Et donc, je mérite d'être condamné, mais sur des choses qui sont maintenues, je veux dire, hors vue, hors oreille. Je garde des choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas plaisantes pour autrui et donc pas plaisantes pour moi parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc il y a en soi quelqu'un qui ne correspond pas à l'idée que l'on essaie de se donner, à
à la présentation que l'on fait de soi. Quelqu'un qui n'est pas un modèle, plutôt un contre-modèle, voilà. Donc c'est le truc dans cette histoire, les gens, par exemple, le prophète de l'islam, ils ont essayé d'en faire un être parfait, ce qui est une création post-prophétique, mais c'est un long processus. Mais le prophète n'a jamais été considéré comme un être extraordinaire. Alors il y a plusieurs versions du personnage. Et en tout cas, il a fait la gueule, il a fait demi-tour, il a fait la gueule, il a fait demi-tour. Quand il a vu l'aveugle ou le malvoyant arriver vers lui, ou je sais pas quoi, je traduis très immédiatement, voilà, je traduis simplement un peu le verset comme je le comprends. Donc le prophète qui est un modèle, et voilà, et le prophète, et dans le Coran lui-même, le Coran, il y a un témoignage sur son imperfection. Voilà, côté, voilà, il a eu des réactions qui ne sont pas à son honneur. Voilà, une réaction, et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a au moins cette réaction, ce moment-là, qui a été immortalisé par le Coran. Et donc, voilà. Donc, il faut relativiser. Bien sûr, c'est un modèle, mais il est, pour des tas d'éléments, un modèle, mais pour d'autres, un modèle qui est tout être, quel qu'il soit, est un être qui doit progresser vers un meilleur rapport aux autres, et toujours dans une forme d'acceptation ultime ou d'acceptation absolue de l'autre, quel qu'il puisse être, quelle que puisse être sa condition physique, son origine, son espèce, sa parole, comment dire, son attrait, quel qu'il puisse être dans l'acceptation, dans l'accueil sans faire de distinction, un accueil égal pour tous. Non pas, il peut y avoir un accueil, mais un accueil un peu de façade, comme pour démontrer que l'on est, non, un accueil pourrait dire discret, qui ne se verra pas, mais quelque chose entre soi et soi. Ne pas faire de différence à l'intérieur de soi. Alors, comme je ne comprends pas le monde, et comme je ne comprends pas la panne d'inspiration, comment elle peut se présenter, peut-être parce que j'ai l'esprit ailleurs, j'en sais rien. Et la parole rencontre des difficultés à accéder au statut de réalisation, à s'incarner. La parole est voilà, en panne d'incarnation, et voilà, ça reste de la parole que l'on peut rajouter à une autre parole, elle aussi victime de ce déficit d'incarnation, de cette voilà. Comment peut-on passer du statut de la parole à un statut supérieur, à un statut plus intéressant, celui de la concrété, celui de la réalisation, celui de la mise on voudrait à un moment conseiller peut-être à certaines personnes de faire la différence, la séparation entre ce qui est réellement profitable pour eux
sur le long terme et ce qui ne l'est pas. Comment une action peut finalement, alors qu'elle paraît toute logique et toute raisonnable, mais finalement cette action qui résout, qui répond à un besoin ou à un besoin immédiat, mais finalement dans le temps, les temps d'après, finit par être considéré comme une mauvaise réponse. Comment ce qui peut paraître logique, tout à fait pertinent, peut s'inverser pour voilà. Donc comment répondre de façon à ce que cela soit toujours pertinent et sur le long terme. Alors il peut y avoir un refus de la réponse. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas les éléments nécessaires pour une bonne réponse. Je peux répondre tout en laissant un blanc. Voilà, laissant des cases vides. Je ne peux pas tout remplir pour l'instant. Je réponds en disant que ma responsabilité est engagée, mais pas entièrement. C'est à l'autre aussi d'apporter sa responsabilité, voilà. Et comment parler, comment transmettre, comment avertir, comment éveiller l'attention, comment être utile pour l'autre et évidemment utile pour soi-même, parce que tout cela est un peu imbriqué. Être utile à l'autre doit évidemment vous pousser à poser la question comment je peux être utile pour moi-même. Et quand je vais être utile pour moi-même, à ce moment-là, je pourrais être encore plus utile pour l'autre. Comment je peux conseiller à quelqu'un une voie alors que je suis incapable de trouver la mienne. Donc, je suis quelqu'un qu'on doit écouter avec beaucoup de réserve et beaucoup de précaution. Je ne suis pas un bon exemple puisque je suis en plein déroute et je suis totalement incapable d'agir, incapable d'envisager la moindre sortie de cette crise qui dure et qui évidemment me touche depuis des décennies. Je ne sais pas où je vais, si évidemment ni ce que je dois faire de ma vie, à part parler, je ne sais faire que cela, et même avec beaucoup de difficultés quelquefois. Et donc, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas ceci ou cela, je suis moi-même. Je suis moi-même, j'ai besoin d'être conseillé, orienté, guidé, voilà. Ça a été un peu compliqué, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, c'est comme ça. Je ne comprends pas le monde, ou plutôt je tente de comprendre, mais je me heurte à des difficultés insurmontables ou des difficultés très difficultés presque paralysantes, presque. J'ai été mis devant mes limites, en tout cas pour ce moment. C'est toujours comme ça. À un moment, on est un peu devant un mur, et puis l'instant d'après, le mur disparaît miraculeusement. Quelquefois, dans le fait de parler, il suffit d'attendre, de laisser passer un petit moment de silence, ou un petit moment et puis d'attendre, de se nourrir d'autres choses comme ça autour de soi. Et puis ça y est, la parole revient et on a l'occasion d'un peu de prendre sa revanche sur la panne d'avant.